Le libertinage est un terme à connotation négative. Il désigne certes des pratiques de débauche, notamment une sexualité de l'excès, mais le terme regroupe plus généralement l'idée de transgression morale. Le marquis Donatien Alphonse François de Sade est l'archétype même du libertin, de cette transgression, tant dans sa trajectoire personnelle que dans son œuvre en partie publiée clandestinement. Sa littérature et les scènes qu'il peut y décrire soulèvent bien souvent des questions chez le lecteur le plus innocent, des indignations chez le lecteur qui refuse de voir, mais encore plus universellement, une curiosité hypnotique, encore une fois, chez qui voudra bien l'admettre. Nous voici donc dans la ville de Dijon, qui en plus d'être celle où se déroulent nos études, est aussi plutôt peuplée de personnes hétéroclites, plus ou moins à même de répondre à nos questions. C'est donc sur cette population que nous allons tester notre micro-trottoir afin de définir ce que le grand public pense du marquis de Sade. Ouais. Je l'ai vu dans des autres œuvres littéraires, mais je l'ai pas lu directement. Je connais le nom, mais non. Non, je connais le nom, mais non, pas vraiment. Je suis pas un grand lecteur, moi. Non, c'est pas ce genre de littérature qui m'attire au départ. Oh, non, je connais pas c'est qui. J'en ai lu un, je crois, mais... J'ai lu Justine ou Les Malheurs de la Vertu. J'ai pas particulièrement aimé. C'est quand même une lecture assez sombre et difficile. Non, je connais l'œuvre sadienne dans ses concepts, c'est pas trop mon auteur préféré. Adaptation cinématographique, oui. Et il y avait Les Infortunes de la Vertu. Ah oui, voilà, Justine. c'est justement celui qu'on étudie. D'accord, ok, très bien. Justine. Oui. Bon, enfin, ce sont des récits sulfureux. C'est pour ça que ça vous plaît. Au-delà des ouvrages littéraires, notre étude va couvrir un certain nombre d'adaptations et de biopics cinématographiques inspirés par la figure de cet auteur. Sade naît le 2 juin 1740 à Paris et il faut savoir que son œuvre est principalement carcérale puisqu'en fait il va passer quand même 27 ans de sa vie en prison. Il est d'abord incarcéré au donjon de Vincennes puis à la Bastille pendant 12 ans à cause de son comportement jugé immoral. Il est relâché pour 10 ans de liberté avant d'être à nouveau arrêté en 1801 chez son imprimeur Nicolas Massé, principalement pour son œuvre Justine qui scandalise. Sade n'est alors plus emprisonné mais interné en hôpital psychiatrique jusqu'en 1814, date de son décès. Petit rappel, le cinématographe n'est inventé qu'à la fin du siècle, en 1895. Or, une partie de l'œuvre sadienne n'est découverte qu'en 1926. Plus encore, on ne considère l'officialisation du corpus sadien que comme datant de 1990, soit 175 ans après la mort de son auteur. Je crois que la première fois où j'ai rencontré Sade, c'était dans la bibliothèque de mes parents. Il y avait chez mes parents beaucoup de livres et j'avais pris l'habitude d'aller y puiser. Je suis tombé, je crois, sur les 120 journées de Sodome, mon livre de poche. Sur mes sentiments, c'est un sentiment de stupéfaction, d'horreur, de gêne, enfin véritablement à l'égard de ce texte. Et puis aussi du fait qu'il se trouvait chez mes parents. Enfin, il y avait là quelque chose qui me met profondément mal à l'aise. Dans ma première rencontre avec Sade. Et je crois que c'est resté ce sentiment de gêne, malgré une meilleure connaissance du texte. Et je crois que finalement c'est un sentiment qui convient au texte, enfin, qui est approprié en tout cas à la nature du texte. Sade est certes incarcéré pour toute la transgression que représente son œuvre à l'époque, mais il faut savoir que les lecteurs ont quant à eux interdiction de lire ses textes. La première édition officielle de Sade n'est publiée qu'en 1957 par Paubert, à qui on intente d'ailleurs un procès pour outrage aux bonnes mœurs. Ce n'est donc qu'à partir du moment où l'éditeur Paubert remporte son procès que l'on peut enfin lire librement du Sade. Au cinéma, la première référence aux œuvres de Sade apparaît en 1930 avec L'Âge d'or de Louis Buñuel. Le film dénonce au travers de l'histoire de deux amants maudits les conventions sociale bourgeoise de l'époque. L'œuvre est donc très pessimiste, il met en scène des séquences assez blasphématoires qui appuient le propos même du film, notamment la scène finale qui est une transposition des 120 journées de Sodome de Sade. Comme vous pouvez vous en douter, même si on n'est plus à la fin du XVIIIe siècle, L'Âge d'or est tout de même censuré dès sa sortie. Quelques jours après sa première projection, des militants d'extrême droite font irruption dans les salles de cinéma, ils agressent et chassent des spectateurs et vandalisent à la fois les salles de cinéma et des tableaux photographiques qui étaient là pour décorer en exposition à l'occasion de la sortie du film. Les médias comme Le Figaro et l'Écho de Paris soutiennent son interdiction et donc le film est saisi moins d'un mois
après sa sortie. Mais dans toute cette agitation médiatique, la première pellicule, l'original, est dissimulée pour être sauvée et donc 7 ans après la première projection du film, une copie en sort sous un nouveau titre. Et on peut un petit peu rapprocher cette feinte de production aux impressions clandestines des œuvres libertines du XVIIIe siècle. La réaction qui consiste à essayer de refermer la porte assez sombre qui s'était ouverte n'est sans doute pas une réaction qu'on doit encourager, même si le texte et les propositions, les propos, les séquences qui sont là proposées étaient gênantes, embarrassantes. Je crois qu'il faut les entendre. Voilà. Alors après, ça c'est une position d'homme moderne. Après, effectivement, on juge les réactions du passé à travers nos attentes à nous. Et aussi difficile que soit la lecture et le rapport avec ces textes, je pense qu'il faut les écouter, les entendre, leur faire une place en tout cas, qui ne soit pas celle de les canaliser, de les enfermer ou de les interdire. Donc voilà, la nécessité d'une réhabilitation me semble importante, en tout cas d'une habilitation au sens où on puisse être en rapport avec ces textes-là, quelle qu'en soit la nature. Il nous était impossible de retracer les adaptations cinématographiques de Sade sans parler de celui qui s'y est attelé le plus, Jesús Franco. Ce réalisateur espagnol a d'abord eu une formation musicale, suivi des enseignements de droit et écrit quelques romans avant de commencer sa carrière cinématographique. Ses films sont souvent des productions à petit budget, mais il travaille rapidement et efficacement, ce qui lui permet en fait de continuer sa carrière entre série B et films d'horreur qui mettent souvent en scène une sexualité plutôt violente. Au vu de sa filmographie laissant voir une myriade de noms attachés à l'horreur et au vice, le choix d'une adaptation de Sade pour ce réalisateur ne paraît pas si surprenante que ça. Il adapte ainsi Justine ou les infortunes de la vertu en 1968, La philosophie dans le boudoir avec son film Les Inassouvis en 1970 et Eugénie de Franval avec son film Eugénie de Sade en 1974. En plus des films déjà cités, on savait que Jess Franco avait prévu de réaliser un film qui devait s'appeler Juliette, donc certainement inspiré de La sœur de Justine, mais ce film reste encore aujourd'hui inachevé. Est-ce que selon vous les adaptations cinématographiques de cet univers sont à la hauteur de l'esprit ou au moins du style des écrits sadiens? Alors à la hauteur de l'esprit et du style, j'en sais rien. En tout cas, il me semble qu'ils sont pris dans une sorte de difficulté, de la nécessité de prendre position par rapport à eux, par rapport à elles, et donc dans une sorte d'utilisation du texte et dans la transposition pour sa charge de révolutionnaire ou pour sa charge de choc. C'est pas tellement des adaptations que des utilisations, je crois, en tout cas que j'ai sensible à ça. Et en tant que telles, elles sont intéressantes et légitimes, mais elles sont peut-être un peu problématiques en tant qu'adaptation justement, mais elles sont utiles et importantes en tant qu'utilisation. Une sorte, il y a chez ça d'une sorte d'énergie sombre qui est captée au profit d'intentions qui n'étaient pas celles de ça au moment où il les écrivait. Il y a des enjeux qui dépassent très largement la réception du texte à son époque et la nature des idées qui sont véritablement en jeu dans les textes. Dans ces adaptations-là, oui, certainement. Les adaptations de Sade restent finalement peu nombreuses et paraissent surtout entre les années 60-70. Le point commun entre toutes ces œuvres étant le scandale qu'elles ont pu provoquer, beaucoup ont même été interdites dans certains pays pendant plusieurs décennies, avant d'être redécouvertes, à l'instar de l'œuvre littéraire dont elles se sont inspirées. On y retrouve par exemple des adaptations de Justine, comme Le vice et la vertu de Vadim. Alors, Vadim, c'est un réalisateur qui est connu pour ses films à teneur érotique, comme par exemple Et Dieu créa la femme. Et toute sa filmographie s'agence autour de ses actrices, ses muses. Son adaptation de Sade est très libre. Par exemple, il va placer les deux sœurs héroïnes de la trilogie du XVIIIe siècle dans un contexte de Seconde Guerre mondiale. Plus encore que ce soit pour son caractère un petit peu moins épicé que les autres films, l'habitude du réalisateur pour ce genre de film ou bien le contexte historique de révolution sexuelle. Ce film-là se détache des autres de par sa réception plutôt sereine par l'audience. Pas de censure, pas de cri au scandale, le métrage est même encore aujourd'hui diffusé à la télévision. Donc d'après nos petites recherches, les dernières adaptations elles datent majoritairement des années 70. Est-ce que vous pensez que nous pourrions ou devrions en refaire aujourd'hui? Aujourd'hui, ça est dans la bibliothèque de la Pléiade, comme vous le savez, ce qui d'une certaine manière le sanctuarise, d'une certaine façon, l'institutionnalise aussi, dans la mesure où c'est possible, parce que ça pose quand même, c'est des textes qui résistent
leur institutionnalisation, et ça c'est tant mieux. En tout cas, je pense que ce serait intéressant de voir ce que ça pourrait donner aujourd'hui d'une adaptation de Sade au cinéma. J'aimerais assez voir ce que ça pourrait donner, pas au niveau du grand public, mais au niveau de réception un peu large du texte de Sade. En tout cas, il me semble que ça mériterait d'être essayé, et sans doute ça se passerait pas si facilement que ça. Il faudrait le financer d'abord, alors ce serait sans doute des adaptations à petit budget, on peut l'imaginer. En tout cas, j'imagine pas Hollywood se lancer dans une adaptation même édulcorée d'aucun des textes de Sade. Alors ensuite, une fois qu'il existe, il faudrait qu'il soit distribué, qu'il soit visible. Oui, effectivement, les possibilités aujourd'hui qu'offrent les plateformes en ligne. Alors Netflix, c'est pas forcément le meilleur, encore que oui, ce serait possible, mais ça resterait du coup, ça sortirait pas de sa marginalité. Ça ne deviendra pas un objet grand public, ça c'est certain. On va essayer d'imaginer ce que serait une société dans laquelle ces textes-là seraient plus ou pas scandaleux. Ça peut être une bonne idée de fiction. Mais... Ouais, ça pourrait être une idée de fiction, ça pourrait d'ailleurs une espèce de... on pourrait en faire un film. Ce serait quoi le monde dans lequel ça ne serait plus un objet de scandale? Voilà, ce serait peut-être une piste en tout cas. L'une des adaptations d'œuvres sadiennes est néanmoins plus scandaleuse que les autres et reste reconnue pour le malaise qu'elle provoque chez ses spectateurs. Salo ou les 120 journées de Sodome de Pasolini. Le film paraît en 1976 et est notamment surnommé par l'Express le film le plus trash de l'histoire. Pier Paolo Pasolini réalise la Trilogia della Vita, donc la trilogie de la vie, en adaptant 3 œuvres littéraires, les Contes de Canterbury, le Décaméron et Les Mille et Une Nuits. Ces films sortent respectivement en 71, 72 et 74 et sont donc parus avant Salo ou les 120 journées de Sodome. Une adaptation de Sade pour Pasolini serait l'expression d'une profonde volonté de rupture avec ce qu'il vient d'achever. Pasolini est en effet très impliqué politiquement, notamment parce qu'il donne ses avis communistes ouvertement, même si c'est un petit peu controversé. Il n'y a donc pas de hasard quant à l'hommage que le réalisateur souhaite apporter à l'homme qu'il surnomme le poète de l'anarchie du pouvoir, puisque Pasolini voit dans son film une transposition de l'Italie fasciste. Cette adaptation moderne de l'œuvre de Sade donne au film une temporalité terrifiante, puisque quelle que soit l'époque, les horreurs de l'humanité sévissent toujours avec la même bestialité. Les images crues sont encore très étrangères au cinéma mainstream, même si Stanley Kubrick avait repoussé quelques limites dans Orange Mécanique, Pier Paolo Pasolini les franchit toutes avec celui-ci. Salo ou les 120 journées de Sodome fait scandale dès sa sortie, et il est encore aujourd'hui interdit dans certaines salles à la projection. De fait, le 2 novembre 1975, Pasolini est assassiné dans des circonstances qui sont encore aujourd'hui assez sombres, mais en tout cas il décède quelques jours avant la fin du montage des 120 journées de Sodome. Libertin, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Voilà, c'est quand même un peu l'archétype de cette littérature, et puis d'une liberté de pensée, liberté d'agir par rapport à son corps à cette époque-là, quoi. On peut pas dire que ça soit très féministe. Pas amoral, mais transgressif. Ce sont des pratiques sexuelles plutôt déviantes. Je pense que c'était le marquis de Sade qui faisait des conquêtes, qui aimait beaucoup les femmes, qui aimait avoir des relations avec elles, c'est séducteur, voilà ce qui me vient en premier. C'est une œuvre littéraire, donc c'est quand même artistique, donc libre crédit à l'auteur, mais j'approuve pas forcément sa vision du plaisir personnel. Ouais, c'est vraiment très une philosophie égocentrique. Un aristocrate qui aimait bien faire des jeux sexuels et des choses comme ça. Il y a quand même beaucoup de réflexions, même si elles sont pas toujours très agréables à lire, mais il y a un gros côté réflexif. Des livres sulfureux, je pense que c'était contre une morale de l'époque qui était déjà très attaquée, j'imagine. C'est-à-dire tout ce qui était moralité chrétienne. C'est une manière extrêmement moderne de voir l'érotisme. Puis par rapport à aujourd'hui, ça paraît un peu désuet parce qu'on est habitué avec les séries, des trucs qui sont assez trash. Même sur les séries policières à la télé, on voit des scènes gore, ce qui était interdit avant. Il y avait quand même le tabou religieux qui fait que... Voilà. Chacun de nous, il y a un bon ange et il y a un démon. Alors Sade a mis en exergue le démon. Bon très bien, c'est une des facettes du personnage. Vous vous en doutez bien, une interdiction n'implique pas que tout le monde la respecte. Bien au contraire. Ainsi, à son époque, les écrits de Sade ont beau être interdits, ils comptent beaucoup de lecteurs.
Autant on peut s'indigner de ce qui est écrit, autant la fascination est indéniable, tant pour l'œuvre que pour le personnage lui-même. Au niveau des œuvres cinématographiques, on remarque d'ailleurs que les biopics sont une catégorie beaucoup plus représentée que les adaptations des œuvres littéraires de Sade. Il est donc facile d'en conclure que le personnage, le mythe du personnage de Sade l'écrivain, bien évidemment construit grâce à ses écrits marquants, a beaucoup plus inspiré les réalisateurs que ces derniers. Peu se lancent véritablement dans des adaptations et beaucoup s'inspirent de l'aura du personnage pour raconter des histoires. Ainsi, certains films s'inspirent de l'univers sadien, là où d'autres font appel à l'œuvre de Sade en la citant directement. Dans ses réalisations, Sade prend parfois part à l'intrigue, soit en inspirant l'un des personnages, soit en étant intégré à l'histoire en tant que personnage lui-même. On retrouve notamment cette idée dans Le Crâne Maléfique, une fiction basée sur l'acquisition du crâne du marquis de Sade, qui est donc décédé, par un expert en occultisme. En 1989, le réalisateur belge Henri Xeneux réalise son film Marquis, racontant l'histoire de plusieurs prisonniers de la Bastille dans un contexte de France au bord de la Révolution. Parmi ces prisonniers, le marquis de Sade, autour duquel gravite toute cette docufiction ou du moins biographie romancée. Dans les représentations cinématographiques de Sade, on peut d'ores et déjà constater que ce qui reste de toute l'œuvre dans sa globalité, c'est plutôt la partie d'ombre. Pas de traces de ses pièces de théâtre, de ses autres écrits, hormis dans quelques biopics ou documentaires plaidant justement pour que le Sade de jour soit remis au goût du jour après être resté dans l'ombre de la face qu'il aurait voulu cacher. Si vous allez vous promener dans la rue, si vous demandez quelle est l'image que le public a de Crébillon par exemple, vous n'obtiendrez pas de réponse. Il n'y a pas d'image quand le public de Sade a quand même une image, c'est déjà au moins quelque chose. Alors après cette image elle est forcément fausse, mais c'est le rôle des images, enfin, d'une certaine façon. Elle est liée forcément à la création de Sade, c'est le sadisme, c'est la cruauté. Voilà, mais Sade a au moins une image. Voilà, et ça c'est sans doute quelque chose dont il faut tenir compte. Il y a quand même là une particularité à la fois des textes et de leur réception dans ce fait qu'il y a une image de Sade, c'est déjà ça. Aujourd'hui, on considère les adaptations cinématographiques de romans comme un moyen d'accéder à l'œuvre. Certains les considèrent même comme un passage vers le mainstream. Dans le cas de Sade, c'est presque l'inverse. La plupart des adaptations laissent entièrement de côté l'aspect philosophique. Celles qui le prennent en compte sont presque inaccessibles sans contexte. Pour les plus réussies, elles sont une extension même de l'œuvre du marquis de Sade. Elles prennent en compte à la fois le côté philosophique et aussi toute l'imagerie choquante, en s'adaptant aux mœurs de leur époque pour rester tout aussi marquantes que le fut l'œuvre originale.